OK. Donc, les composés terpéniques oxygénés, leurs chaînes carbonées sont analogues à celles des hydrocarbures acycliques correspondant, mais avec souvent une insaturation moindre. Exemple, par exemple, le menthol, le C10H19OH est monocyclique et saturé. Le limonène, C10H16, qui est monocyclique et possédant deux doubliaisons aussi. Vous voyez. Donc, ça, ce sont des composés terpéniques oxygénés. Les composés terpéniques oxygénés, les motifs isoprènes, par exemple, on peut, du point de vue structure, les considérer comme des polymères de l'isoprène. Donc, c'est plusieurs motifs qui vont... Alors, un stylet. Donc, c'est plusieurs motifs, okay, qui vont additionner pour donner donc d'autres molécules terpéniques. On peut en effet toujours découper en motifs isoprènes la formule d'un terpène, deux motifs pour un monoterpène, trois motifs pour un sesquiterpène et 8 pour un tétraterpène. Rappelez-vous qu'on a vu ça ici. OK? Ici, c'est un motif. OK? Une fois qu'on a deux motifs, c'est un monoterpène. OK? Trois motifs, un sesquiterpène. Quatre motifs, 1, 2, 3, 4 motifs, un diterpène, etc. C'est un exemple d'un terpène, c'est oxymène, que nous retrouvons cette molécule dans le basilic. Donc, l'odeur du basilic, c'est dû à cette molécule, oxymène. On a parlé un petit peu de la biosynthèse des terpènes, c'était origine des terpènes. C'est la biosynthèse des terpènes suit la voie de l'acide mévalonique. Donc, ce qui signifie qu'elle se différencie de certaines autres biosynthèses à partir de l'acide mévalonique dans le schéma général des biosynthèses, c'est-à-dire voie de métabolique dite HMG-CoA. Donc, on verra ça plus devant. Malgré les énormes différences structurelles entre les terpénoïdes, ils dérivent tous du même squelette, c'est-à-dire du motif isoprène. OK? Le motif a 5 atomes de carbone. Donc, le squelette terpénoïde est synthétisé à partir de deux précurseurs. OK? C'est ça, il faut noter. Donc, le squelette terpénoïde, c'est-à-dire l'isoprène, est synthétisé à partir de deux précurseurs. Il y a l'isopentényl pyrophosphate, IPP, et le diméthylallyl pyrophosphate, DMAP, DMAPP, à travers un nombre différent de répétitions et de réarrangements et des réactions de cyclisation. Deux voies de biosynthèse distinctes pour la formation des précurseurs universels ont été signalées. OK? C'est la voie classique du mévalonate, MVA, et la plus récemment caractérisée, le déméthyl-déérythriol 4-phosphate, la voie MEP, également connue sous le nom de désoxydé cyclulose 5-phosphate, DXP. OK? C'est ces deux voies-là qui sont plus importantes. C'est la voie MEP et la voie MVA. Donc, la voie classique du mévalonate et la voie MEP. La voie MVA, donc mévalonate, est présente chez les eucaryotes. OK? Tous les mammifères, les cytosoles et les mitochondries des plantes, les champignons. OK? Donc, la voie mévalonate, cette voie est présente chez les eucaryotes. OK? Tous les mammifères,
surtout dans les cytosols et les mitochondries des plantes, des champignons. Les archées et certaines bactéries, tandis que la voie non mévalonate se rencontre chez les eubactéries, les algues, les cyanobactéries et les chloroplastes des plantes. OK? Donc, c'est très spécifique. Quand on parle de la voie mévalonate, on va retrouver ça chez les eucaryotes. OK? Et la voie non mévalonate, si je parle de voie non mévalonate, c'est quel type de voie que je parle ici? Je vous écoute. Quelle est la voie non mévalonate? Deuxième voie, bonjour. Deuxième voie, la voie MEP. MEP. Voilà. OK? Donc, la voie MEP se rencontre chez les eubactéries, les algues, les cyanobactéries et les chloroplastes des plantes. La voie mévalonate comprend 7 réactions enzymatiques. On va voir ça plus devant. Pour convertir les précurseurs acétyl-CoA en IPP et DMAP. Tandis que la voie MEP convertit les matières de départ, c'est-à-dire les pyruvates et les glycéraldéhydes 3-phosphate en IPP et DMAP via 8 réactions chimiques. OK? Donc, vous voyez déjà la différence entre la voie mévalonate et la voie MEP. OK? De la voie MEP, MVA, mévalonique, il y a 7 réactions enzymatiques pour convertir les précurseurs, c'est-à-dire acétyl-CoA, en IPP et DMAP. Tandis que la voie MEP convertit les matières de départ, c'est-à-dire à partir des pyruvates, les glycéraldéhydes 3-phosphate en IPP. Donc, via 8 réactions enzymatiques. Donc, vous allez avoir des intermédiaires comme JPP, FPP, et GGPP, on va voir ça plus devant, et le farnésyl-géranyle pyrophosphate sont synthétisés à partir des deux blocs de construction de base. C'est-à-dire, on va faire une addition entre IPP et DMAP, donc pour pouvoir construire cette base. Ajouter à plusieurs reprises l'unité isoprène, actif IPP, au DMAP ou à un diphosphate. On va voir ça dans un schéma plus devant. La géranule pyrophosphate synthase, parce que c'est important l'enzyme, et c'est ça qu'on va voir. Parce que pourquoi de nos jours, on peut synthétiser soit des médicaments à base de plantes, tout ça, au lieu de passer, attends, ok, au lieu de passer par la plante directement, on peut synthétiser ces molécules donc, au niveau de laboratoire. Mais pourquoi? C'est parce qu'on connaît les enzymes. On connaît les enzymes, donc on peut ajouter les enzymes. Si on connaît les enzymes, on a les substrats, on peut utiliser des bactéries, OK, pour pouvoir produire cette molécule. C'est ça dans la génie génétique. On va utiliser des bactéries, des micro-organismes, donc pour pouvoir produire des molécules à grande échelle. Parfois, c'est des molécules, comme je l'ai dit tantôt, les métabolites secondaires, parfois, ils sont en faible quantité. Pour produire des ml, donc, il vous faudra plus de 2 tonnes de matière fraîche. Donc, vous imaginez que pour produire 2 ml seulement, vous êtes obligé, ben, c'est tout des carreaux de terre pour ta gagner plante ça ou planter la donne. Donc, il n'est pas intéressant. Et puis, si pour vous capable d'exploiter toute plante ça, ben, pas de plante du tout.
Donc, c'est pour ça, avec le génie génétique, de nos jours, on est capable de produire donc, au laboratoire, mais il suffit de connaître les enzymes clés, de connaître les substrats, donc pour pouvoir euh, faire produire ces molécules par des micro-organismes. La gélanyle pyrophosphate synthase, on a dit, GPPS, et la farnésyl pyrophosphate synthase catalyse la condensation de l'IPP et du DMAP pour produire les GPP. OK? En C10 et du FPP en C15. La gélanyle pyrophosphate synthase, des GPPS, et la farnésyl gélanyle pyrophosphate synthase sont responsables de la formation de GPP, une molécule à 20 atomes de carbone. Les précurseurs GPP, FPP, GGPP et FGPP sont cyclisés et ou réarrangés par différentes enzymes terpènes synthase pour produire les différentes classes de terpénoïdes. Ici, en fait, ce sont les enzymes, ce sont les précurseurs de base qui participent en gros à la synthèse des différentes classes de terpènes. Ici, on a les deux voies, OK? Donc, on n'a pas toutes les chaînes de réaction qui sont représentées ici. Les deux voies de synthèse du pyrophosphate, c'est-à-dire isopentényl, IPP. On a la voie du pyruvate, qu'on appelle la voie MEP. OK? On part à partir du pyruvate, glucose, OK? Glucose en C6, on a pyruvate qui va se condenser avec le 3PGA, 3 atomes de carbone, pour nous mettre en C5 par des arrangements. On a isopentényl diphosphate pour donner à la fin, donc le IPP, isopentényl pyrophosphate. OK? Donc ça ici, c'est la voie MEP. OK? Cette voie, elle existe chez quel domaine d'organisme? C'est quel domaine? Est-ce que chez les eucaryotes? Chez les eucaryotes ou les prokaryotes? Ou les archées? Cette voie. C'est les eucaryotes. Vous êtes sûr? Si on voit, si on retourne ici, Valonate qui pour eucaryote. voilà. Oh non. Oui, 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 oui. OK. C'est la même. Jean Dessalines, pas besoin, c'est là nous allons étudier courant, donc pour nous apprendre. Yo. C'est des bagages que nous mettons à côté, cahier nous, donc pour y rester là. OK? Nous gagnons la voie du mévalonate. OK? Donc ici, on aboutit aussi à isopentényl pyrophosphate. Donc, chez les végétaux, la présence simultanée de la voie cytoplasmique du mévalonate, MVA, et de la voie plastidiale du MEP pose des problèmes fondamentaux sur les rôles respectifs de ces deux voies dans la biosynthèse des isophénoïdes des plantes, sur la régulation et sur les échanges de métabolites terpéniques entre les deux compartiments. Ça, c'est le mini-voie de biosynthèse des terpènes. Donc, ça, c'est des informations que j'ai ajoutées un petit peu. Les terpènes représentent la classe de composés naturels la plus abondante avec plus de 50 000 structures décrites. Donc, c'est 50 000 structures que les chercheurs arrivent à décrire.
Ces molécules sont très attractives d'un point de vue industriel en raison de leur activité biologique. OK? Si on prend exemple comme artémisinine, Taxol, qui sont des molécules terpéniques et qui ont une activité biologique très intéressante. Leurs propriétés organoleptiques, leurs caractéristiques physico-chimiques, comme les caroténoïdes, caoutchouc, etc. En tant que produit naturel, l'accès industriel aux terpènes dépend encore largement de l'extraction des sources naturelles. OK? Telles que les plantes, pour les menthes, camphrier, laurier, carotte, EVA, etc. Alors que cette approche est économiquement valable pour l'obtention de terpènes simples et abondants tels que le menthol, le camphre ou carotène, l'accès à des composés plus complexes tels que artémisinine ou taxol est un problème récurrent en raison de la très faible concentration in planta. C'est-à-dire, il y a une très faible concentration dans la plante. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est-à-dire, pour produire quelques millilitres, donc, il va falloir avoir beaucoup de matières premières. Donc, ce qui n'est pas intéressant sur le plan écologique. Et de la nécessité d'assurer un développement durable en relation avec la protection de la biodiversité. Donc, vous vous rappelez, si on a une faible quantité dans la plante et puis à une forte demande de cette substance active, eh bien, ça va avoir un impact très important sur la biodiversité. Bien que la synthèse chimique puisse être une solution au problème de l'accès à ce type de terpènes, la complexité structurelle des sesquis et des diterpènes rend leur synthèse chimique laborieuse et économiquement trop coûteuse. Parce que c'est tout ça, parce qu'il y a des molécules qui sont simples à synthétiser. Si on connaît la voie de biosynthèse, il n'y a pas trop d'enzymes qui sont entrées en jeu. Et aussi la structure des molécules aussi. Parce que si tu as une molécule qui est structurellement très complexe, donc ça va être très compliqué aussi de synthétiser cette molécule au niveau de laboratoire. Et quand il y a des arrangements moléculaires comme ça, et parfois ça rend la molécule très, très instable, même pendant la synthèse, donc ça peut changer à tout moment. OK? Donc, de plus, le caractère naturel d'un composé produit par synthèse chimique est perdu, ce qui pose problème pour certaines industries. Ouais, parce que il y a des synthèses que tu vas faire, c'est plutôt à chaud ou à froid, et parfois, même au niveau de la synthèse, on arrive à dégrader le produit. Donc, il faut que ce produit garde sa stabilité. Alors, parfois, dans la plante, on peut extraire donc la molécule active sans pouvoir dénaturer cette molécule. Ainsi, pour des raisons à la fois économiques, environnementales et de régulation, la production industrielle des terpènes doit passer de l'extraction ou de la synthèse chimique à des bioprocédés économiques responsables. Donc, ça, c'est pas comme ça que une compagnie va dire, donc, je vais produire des molécules terpéniques, donc, comme ça. Donc, il faut avoir des autorisations parce qu'il y a une régulation, donc, pour pouvoir non seulement respecter les procédés écologiques. Les terpènes sont produits par quasi-totalité des organismes vivants et leur biosynthèse est basée sur l'apport des dérivés pyrophosphates, des terpénols simples tels que l'isopenthénol, l'alcool de diméthylalyle, les géraniol, les farnésols et les géraniol, terpènes transférases et synthase. Ces derniers étant impliqués dans la génération des différents squelettes terpéniques hydrocarbonés. Alors, comment on explique ça? C'est pour ça qu'il est important de comprendre la voie de biosynthèse d'un produit. Quand tu connais la voie de biosynthèse d'un produit, c'est plus facile donc, de synthétiser cette molécule.
c'est comme si que c'est un raccourci. OK? C'est un raccourci au lieu que pour moi, pour moi, pour m'a sorti école normale pour mal Delma, il y a mal passé Carrefour à aéroport. Donc, pour me prendre route Delma, après mon pile temps, eh bien, si je connais une petite route, je connais monter dans Delma 60, je connais, et puis je chancrer. Donc, ça permet de arriver Delma quand je peux aller à pied vite. Eh bien, c'est, mais c'est prendre un petit exemple. Ça, c'est pour montrer que synthétiser une molécule naturelle, donc de A jusqu'à point d'arrivée en qui c'est C, c'est un peu compliqué. Surtout si voie de biosynthèse est très compliquée. C'est le cas pour les molécules terpéniques. Eh bien, qui ça a fait? C'est puisque y a des dérivés terpéniques, si y a des dérivés ça, y a doit utiliser et puis avec des micro-organismes spécialisés, ils fournissent des enzymes comme des transférases qui vont transférer donc des groupements sur une autre molécule, des synthétases, etc. Ces derniers étaient impliqués dans la génération des différents squelettes terpéniques. Alors que la nature utilise respectivement soit l'acétyl-CoA dans la voie mévalonate, il y a 6 enzymes, soit les G glycéraldéhyde 3-phosphate et les pyruvates dans la voie mévalonate. 7 enzymes. OK. Donc, voilà tout à l'heure combien d'enzymes, combien de réactions me dédiées. Nous rappelez-nous? Voilà. OK? De nous, voie mévalonate là, il y a 7 réactions enzymatiques pour convertir les précurseurs. OK? Et l'autre voie, 8 réactions enzymatiques. Donc, tout dépend de nature ou dans qui condition réaction a fait. Ça étudiant déconnecté comme ça. OK? Donc, nous voyons que Kite est plus facile pour produire, pour synthétiser produit, mais on joue une quantité qui est très faible. Donc, dans l'industrie, pour produire molécules terpéniques, ça est obligé d'utiliser des dérivés terpéniques. Donc, l'acétyl-CoA de la voie mévalonate 6 enzymes, soit, voilà. Donc, ça, c'est des histoires que m'ont déposées pour nous. Yon bagay qui est important que pour nous connaître, les gènes codants des différentes enzymes, quoi à 4 en fonction du produit final, sont connus, performants et très efficaces à de très nombreux terpènes d'intérêt. Les produits cibles seront des hydrocarbures terpéniques d'intérêt industriel, comme xanthalène, germacrème, etc., un dérivé aromatique phénylé, tout ça. En effet, le projet est conçu pour avoir la plus grande applicabilité possible, c'est-à-dire conduisant au plus grand nombre de structures prénilées ou terpéniques, tout en étant le plus possible en relation avec le développement durable. Donc, étant donné que la biosynthèse ou bien l'extraction des molécules terpéniques, ça va coûter une énorme perte à la biodiversité, eh bien, on essaie de trouver d'autres alternatives qui sont en relation avec le développement durable. Donc, avec l'avancée de la science, comme on connaît les gènes codants pour les différents enzymes, si on connaît les gènes, on peut extraire les gènes, eh bien, on va fournir des substrats à ces gènes, on va utiliser des micro-organismes, donc pour synthétiser beaucoup plus de produits naturels. Jusque-là, est-ce que vous avez des questions?
Est-ce que vous avez des questions? OK. Apparemment, non. On avance. Donc, voilà un schéma qui présente la biosynthèse des terpènes. Ici, on a la voie mévalonate. Ici, on a la voie MEP. OK? La voie mévalonate qu'on va trouver plus chez les eucaryotes, généralement. Donc, ici, vous voyez les précurseurs 3-acétyl-CoA en décarbone qui va donner donc acide bévalonique. Par des réarrangements moléculaires, on va avoir isopentényl diphosphate, IPP, en 5 atomes de carbone. OK? Ici aussi, la voie méthyle, mais on a pyruvate et glycéraldéhyde qui vont se greffer ensemble pour donner les méthylérythrol, phosphate, MEP. Donc, MEP va aboutir à diméthylallyl diphosphate, 5 atomes de carbone. Donc, une fois arrivé ici, on a donc la base pour produire des terpènes. OK? Isopentényl diphosphate, 5 atomes de carbone, diméthylallyl diphosphate. Par réarrangement, on va avoir les monoterpènes. OK? Qui sont 10 atomes de carbone. À partir de là, on a l'unité. OK? Rappelez-vous, l'unité isoprényle, isoprène. Là, on a l'isoprène à 5 atomes de carbone. Donc, c'est ce qu'on appelle un sesquiterpène. Un néhémiterpène, excusez-moi. Un néhémiterpène, c'est comme si on disait un demi-terpène, ce n'est pas le cas. Voilà. OK? Donc, à partir de ça, on va additionner les unités isoprényles pour former les monoterpènes à 10 atomes de carbone. OK? À partir des farnésyl diphosphate, on va former les sesquiterpènes à 15 atomes de carbone et les triterpènes à 30 atomes de carbone. Des farnésyl diphosphate par réarrangement moléculaire aussi, on va aboutir à géranyl diphosphate. À partir de là, on va avoir les diterpènes aussi, et tétraterpènes, 40 atomes de carbone. Donc, au-delà de 40 atomes de carbone, les géranyl diphosphate, donc, on va aboutir à des polyterpénoïdes. Donc, ici, c'est une voie de biosynthèse qui est plus simple. Donc, sauf qu'on ne présente pas les enzymes ici. On ne présente pas les enzymes. Donc, c'est une voie très simple que je pense qui est facile à comprendre, qui est facile à étudier aussi parce qu'il faut connaître la voie de biosynthèse. Il faut connaître la voie de biosynthèse des différents composés. C'est le cas pour les terpènes ici. Donc, il faut savoir que dans la biosynthèse des terpènes, on a deux voies distinctes. Donc, la voie mévalonate et la voie MEP. Donc, la voie mévalonate commence avec les 3-acétyl-CoA et la voie MEP commence avec glycéraldéhyde et pyruvate. Donc, ça, c'est quelque chose, je pense, qui est facile à assimiler. OK, ici, vous avez une autre figure de la voie de biosynthèse des terpénoïdes avec les enzymes. Ici, voie de mévalonate, on part avec deux molécules acétyl-CoA et on a l'enzyme qui s'est
acétyl-CoA-thiolase qui va donner acéto-acétyl-CoA. Donc, on va avoir l'enzyme HMG-CoA synthase pour donner 3-hydroxytramethylbutyrylglutarylCoA, etc. On va faire une réduction à partir des HMG-CoA réductase pour nous, donc, mévalonate. OK? Mévalonate. Mévalonate kinase qui va apporter, donc le kinase va apporter un groupement phosphate. OK? Rappelez-vous, ça, c'est, on a fait ça dans, la biochimie, non? Ouais, nous avons supposé faire ça dans la biochimie aussi, dans la biologie moléculaire aussi. OK? Ces enzymes-là, kinase, le mévalonate kinase va apporter un groupement phosphate. Donc, pour former mévalonate 5 phosphate, donc, on va utiliser le phosphomévalonate kinase, OK, pour former le mévalonate pyrophosphate, etc. Donc, ici, vous avez donc tous les parties 1, 2, 3, 4, 5. OK? Déjà là, on a 5 enzymes en partant de acétyl-CoA pour arriver à mévalonate 5 pyrophosphate. Après, on a une mévalonate pyrophosphate décarboxylase. Donc, cette enzyme, qu'est-ce qu'elle va faire? Une décarboxylase, quelle réaction qu'elle va produire? Quel type de réaction? Décarboxylation. Une décarboxylation, c'est-à-dire? Il y a retiré carbone. On a bien libération de enlèvement de CO2. carbone. Voilà. C'est une réaction de décarboxylation. Donc, OK? Alors, une kinase va apporter un groupement phosphate. Une phosphatase va enlever un groupement phosphate. OK? Méthyltransférase, qu'est-ce qu'elle va faire? Fait transfert du groupement méthyle. Voilà. OK. Donc, ici, à partir de la décarboxylation, on va aboutir à l'IPP qui c'est isopentényl pyrophosphate. OK? Ici, si on prend la voie non mévalonate, ou on dit voie mévalonate, ou mais pyruvate, phosphate, OK? On a tous ces chaînes de réaction, OK? Ici, on a les diméthylallyle phosphate. Par des arrangements, on va avoir un hémiterpène synthase, pour donner les hémiterpènes. Et à partir de ça, on va utiliser une enzyme monoterpène synthase pour former les monoterpènes, sesquiterpène, diterpène synthase pour former les sesquiterpènes, parce que ici, un sesquiterpène, c'est combien d'atomes de carbone? C'est combien d'atomes de carbone pour un sesquiterpène? N égale à combien pour un sesquiterpène? Je crois 5 pour Comment?
N égale à combien? Quelle est la formule de base des terpènes? C'est CH5, C'est N fois. H8. H8, puis N fois. N fois. Les N égale à 1. Moi, j'ai qui ça? Monoterpène. Quoi? Les N égale à 5, moi, j'ai qui ça? Non, Isoterpène. et pas 2 dit, professeur. Non, là, on me dit 1. Ok. Donc, Allô? oui. Alors, pour avoir un sesquiterpène, N va égal à combien? À 5. Pour sesquiterpène? Oui. 5. À 5, professeur. Ah bon? Là, ça. Un sesquiterpène a combien d'atomes de carbone? Ah, mais la boule, professeur. On va bouler. Un sesqui, c'est 15. Sesqui, c'est 15. Donc, pour avoir 5 atomes de carbone, là, je dois remplacer M par combien? Ah, Mose, akawala. Non, ati OK? la mbal bot sa no shal. Camarade route li fermé camion là. Donc, pour avoir 15 atomes de carbone, ici, je dois remplacer M par combien? 3. Par 3. Voilà. Donc, un sesquiterpène, donc, c'est 15 atomes de carbone. Ça va être C'est 15 H8. C'est 15. H8. Pourquoi 8? Non. Non. H24. OK. Donc, c'est pourquoi ici, à partir de sesquiterpène synthase, on peut avoir le triterpène. Si je C15, qui c'est un sesquiterpène, eh bien, par addition, je peux avoir un triterpène. Un triterpène, c'est-à-dire 30 atomes de carbone. 30 atomes de carbone. Voilà. Donc, l'enzyme qu'on va utiliser pour avoir un sesquiterpène, ça va être un sesquiterpène synthase. Pour avoir un triterpène, l'enzyme, ce sera quoi? Hein? Quel sera le nom de l'enzyme pour synthétiser un triterpène? Parce qu'une chose, c'est intéressant pour nous connaître nos enzymes. OK? Donc, pour nous un monoterpène, enzyme que m'a besoin pour monoterpène là, Nous Mais pas non, professeur. nous pas tableau à bien, nous c'est. c'est bon maintenant? Non. Nous toujours pas ouais. Et qu'on y a. Nous pas ouais écriture yo. Mais nous ouais tableau, mais nous pas ouais Ah, écriture. d'accord. On marque noir pour ta gain pour ça. Bon, rouge. Voilà. Si nous prenons monoterpène, c'est bon?
Oui. Donc, pour avoir un monoterpène, l'enzyme qu'on va utiliser, on va juste prendre le nom de la molécule et puis on va ajouter synthase. Pour avoir un monoterpène, quelle enzyme que je vais avoir? Terpène synthase. Un monoterpène Monoterpène synthase. synthase. Voilà. Donc, c'est ça, si vous regardez ici. Donc, à partir de Ça va à là pour partir tout. de Allô? oui, Oui, ça va là pour toutes les molécules. Yo? Alors, terpène. Yo. ben oui, à partir, oui. Oui, en fait, là, c'est globalement. Parce que quand je dis un monoterpène synthase, c'est comme si on t'a dit les étudiants de l'école normale. Oui, oui. Vous comprenez? Mais parmi les étudiants de l'école normale, on va joindre Hernandez, on va joindre les individus, en fait. Ces groupes-là. Donc, pour avoir un monoterpène, donc l'enzyme générale, ça va être un monoterpène synthase. Synthase. Ok, Voilà. ça va. OK? Pour avoir un sesquiterpène, c'est un sesquiterpène synthase. Un triterpène synthase. OK? Donc, ici, c'est en gros une figure qui présente les deux voies de biosynthèse, donc des molécules terpénoïdes. Voilà. Biosynthèse des terpénoïdes, donc, c'est formation de l'unité isoprénique, OK? Acétyl-coenzyme A avec l'enzyme acétyl-cosynthase, OK? Réaction qui va nous donner acide mévalonique. Ici, on va apporter des ATP, donc et libérer des ADP, OK? Pour former les PPO, etc. Donc, on va apporter encore de l'ATP pour libérer ADP par des arrangements juste pour arriver à isopentényl diphosphate. Rappelez-vous de la dernière réaction. Ici, c'est une réaction de quoi? Décarboxylation. Décarboxylation. Tout à fait. Okay. Donc, ici, pour scinder deux molécules ensemble, on a besoin d'une isomérase. OK? Voilà. Non, ce n'est pas pour scinder, c'est pour réarranger. C'est pour réarranger. C'est une isomérase. Ici, vous avez la double liaison ici. OK? À partir d'une isomérase, on va changer la conformation de la molécule. On va faire une déviation. OK? Cette double liaison qui va se trouver ici. Donc, et on va faire un anion. Ici, on a le cation carbonium, etc. Pour vous rappeler de ce cours chimie organique 1 ou 2, je me rappelle. OK? Donc, ça, c'est le mécanisme réactionnel. Ici, on a IPP5. Donc, les IPP5 DMAP 5. On va avoir des condensations tête-queue. Donc, pour former les GPP-C10, à partir de GPP-C10, on va avoir des monoterpènes. Donc, l'enzyme, ça va être monoterpène Synthase. À partir de FPP, donc en C15, on va avoir les sesquiterpènes. Okay? Les sesquiterpènes à partir de l'enzyme sesquiterpène synthase. Donc, puisqu'on a les sesquiterpènes, donc on peut additionner ces deux molécules des sesquiterpènes
pour former des triterpènes. Donc, comme ça, on va utiliser une enzyme de tritèrpène synthase. À partir de GGPP, 20 atomes de carbone, on va former les diterpènes en utilisant donc les diterpènes synthase. OK? Une chose qu'il faut savoir, pour former les monoterpènes, donc on part de ces deux unités. IPP, ça vient d'où? De quelle voie? IPP vient de quelle voie? Nous avons parlé de deux voies, MVA et la voie MEP. OK? La voie MVA va conduire à quelle molécule? Vous ne rappelez pas? Vous voyez? Voie mévalonate, voie non mévalonate, c'est-à-dire la voie MEP. La voie mévalonate conduit à isopentényle pyrophosphate, IPP, et la voie non mévalonate conduit à diméthylallyl pyrophosphate, DMAP. Ça, c'est des bagages qu'il faut rentrer dans la tête. Nous. Ici, IPP, c'est quelle voie? Je vous écoute, c'est quelle voie? Non, Voie mévalonate. Voie mévalonate. Voilà. Et ici, c'est voie non Voie non mévalonate. mévalonate. Ou MEP. MEP. ou MEP. Voilà. Donc, formation des tri- et tétratépènes, couplage tête à tête de deux unités en C15, obtention des tritépènes. Donc, si je prends deux unités C15, je vais gagner un tritépène. Donc, des unités en C15, c'est combien d'unités isoprène? C'est une bonne question, monsieur. Wow, professeur. On pose ces questions-là. Et on dit pour faire oui. Donc, un tritépène, c'est 30 atomes de carbone. Oui. C'est ça? Oui. Donc, pour former un terpène, j'ai besoin des unités isopréniles. Donc, les unités isopréniles, c'est combien d'atomes de carbone? 5 atomes de carbone. 5 atomes de carbone. Donc, pour 30 atomes de carbone, combien d'unités que j'aurais besoin ici? Wow. 6. 6, voilà. Ça, C'est juste faire 30 sur 5. Oui, c'est au cas où pour moi, là, non, attendez. Alors, donc, on parle des unités isopréniles. Donc, vous savez bien que les unités isopréniles, ce sont des molécules à 5 atomes de carbone. 5 atomes de carbone, OK? Donc, à partir de cette base, on va pouvoir former des monoterpènes, des diterpènes, etc. Donc, pour former un monoterpène, rappelez-vous, excusez-moi, la formule de base, donc, d'une unité isoprène, d'unité isoprényle, c'est C5H8 H8. puis N fois. Oui, N fois. OK?
Quand n égale à 1, on a C5 H8. H8. Donc, c'est un isoprène. Monoterpène. Isoprène. 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 Quand n égale à 2, on a Interpène. Monoterpène. 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 Voilà, donc, c'est 10 atomes de carbone. Quand n égale à 3, on a c'est 15, c'est ce qui terpène. Quand n égale à 4, on a Diterpène. Oui. on a quoi? Diterpène. Ouais, on a diterpène, c'est combien d'atomes de carbone? 20 atomes de carbone. Atome de carbone. Alors, j'aurais besoin de combien d'unités d'isoprénil pour avoir un diterpène? 4. Voilà, 4 au 25. c'est 4. Donc, pour avoir un diterpène, il me faut donc 4 unités isoprénil. C'est clair pour tout le monde? Donc, à nous jouer toujours. N égale à 5. C'est égal à combien? 25 carbone. Voilà, etc. OK? Alors, si j'ai besoin, à partir de C égale à 40, c'est combien? C'est un Tétraterpène. tétraterpène. Alors, pour un tétraterpène, est-ce que par contre l'autre façon de découper ça? Un tétraterpène est formé de quoi? Au lieu de pas dire unité isoprène. Après, si nous comprenons. Il est formé de 4 monoterpènes. Ouais, ou du Ou bien moins, de 2 diterpènes tout. ou de 2 diterpènes. Voilà, c'est ça. 2 diterpènes à bas moins, ion tétraterpène. 4 monoterpènes à bas moins, ion Tétraterpène. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Mhm. Faut que nous arriver à jouer avec ça. Et bien, c'est pour ça que demain, si je vais sur un stage, par exemple, ou arriver dans un laboratoire pharmaceutique, on est une compagnie pharmaceutique qui est en train de produire ou synthétiser un produit thérapeutique. Mais on connaît que pour faire une réaction synaptique, toute réaction voie métabolique là, comme la voie mévalonate ou la voie MET, ça demande beaucoup d'enzymes et ça coûte beaucoup énergétiquement. Vous voyez, il y a des réactions de décarboxylation, il y a des réactions de phosphorylation, tout ça demande de l'énergie et c'est très coûteux. Donc, si vous arrivez à comprendre ça, vous avez besoin de former une molécule à 40 atomes de carbone, qui c'est un tétraterpène. Eh bien, stratégie, c'est essayer de synthétiser un diterpène. Depuis que je finis de synthétiser diterpène, non, je dis bon, mais ça m'a besoin. Depuis que je synthétiser diterpène, je juste arranger, moi, me faire réaction diterpène avec diterpène. Comme ou gagne une molécule, c'est une question de tête que, ok, ou gagner, ou capable d'enchaîner ensemble. Eh bien, une fois que nous avons des diterpènes, à partir de ça, on peut synthétiser tétraterpène. Donc, on n'a pas besoin de retourner à la base pour mal synthétiser des unités isoprènes. En fait, c'est comme un bloc. Vous comprenez? C'est comme des blocs montés. Au lieu que si l'on commence à compter, il y a un qui commence à compter par 1, 2, 3, 4 pour arriver à 10, et puis il y a l'autre même qui connaît
5 plus 5, ça va 10. Il arrive plus vite. Donc, ça, c'est des stratégies, surtout qu'ils ont utilisées dans la production industrielle pour optimiser la biosynthèse. OK? C'est clair pour tout le monde? Oui. OK. Donc, des unités de terpènes, obtention de tétraterpènes. Voilà. Donc, à partir de ça, à partir de 30 atomes de carbone, vous voyez 2 sesquiterpènes là-bas, nous c'est 30, 2 C20 là-bas, nous c'est 40. À partir de ces molécules, eh bien, on va pouvoir synthétiser d'autres molécules comme les stérols, les saponines, les glucosides cardiotoniques, les alcaloïdes stéroïdiques et les zédistéroïdes. Vous voyez, en fait, une fois avoir les connaissances sur ces molécules, eh bien, c'est facile de synthétiser d'autres molécules plus importantes. Et vous voyez, beaucoup de médicaments, donc, ils sont formés à partir de 30-40 atomes de carbone. Donc, ici, on parle des différentes classes. C'est une faute, je mets différentes. Donc, les hémiterpènes sont les plus petits terpénoïdes connus où ils sont composés d'une seule unité de 5 atomes de carbone. Le plus connu est l'isoprène hydrocarboné, très volatile. L'isoprène est un biocarburant potentiel et un élément constitutif précieux du polymère dans l'industrie de la chimie de synthèse. Actuellement, environ 95% de la production d'isoprène est utilisée pour produire du 6-polyisoprène, une version synthétique du caoutchouc naturel. Donc, l'enzyme isoprène synthase est responsable de la conversion du DMAP pour produire de l'isoprène. De nombreuses plantes possèdent de l'isoprène synthase, mais la récolte de l'isoprène volatile des plantes est difficile. OK? C'est très difficile parce que cette molécule est très volatile. Par conséquent, les micro-organismes producteurs d'isoprène cultivés dans un bioréacteur fermé offrent un synthèse de production plus approprié pour l'isoprène. Donc, comme l'isoprène est très volatile, par exemple, une plante dans la nature, donc cette molécule, une fois synthétisée, va être libérée. Donc, on ne va pas pouvoir être capable de récupérer cette molécule. Eh bien, qu'est-ce qu'on est capable de faire maintenant? C'est en utilisant des micro-organismes qui sont capables de produire l'isoprène, eh bien, on va leur fournir de l'isoprène synthase et comme ça, on va récupérer donc la molécule dans une tube, dans un bioréacteur. Donc, les monoterpénoïdes sont des composés acycliques, monocycliques ou bicycliques en C10. OK? C'est soit un moléculement qui est acyclique ou bien qui est monocyclique. OK? Ou du moins, on a gagné l'île bicyclique, etc. Fermé. À partir du substrat GPP, par des monoterpènes synthase. Les monoterpénoïdes sont des composants des huiles essentielles. OK? Donc, depuis le temps, on a parlé de l'huile essentielle. Précurseur direct, c'est plus des monoterpènes. Les monoterpènes, c'est combien d'atomes de carbone? 10 atomes de carbone. Atomes de 6 carbone. atomes de carbone. Donc, les huiles essentielles extraites de nombreuses plantes contribuent à la saveur et à l'arôme de ces plantes. Ils ont une grande diversité et sont largement utilisés
dans les industries pharmaceutiques, cosmétiques, agricoles et alimentaires. En parlant de ça, quand on parle de la production dans l'industrie pharmaceutique, est-ce que nous connaissons composantes et médicaments? Si tu es étudiant qui est dans la pharmacie, quels sont les deux composants de médicaments? Quels sont les deux composants de médicaments? L'excipient. Ouais. On a l'excipient. Principe actif. Le principe actif. OK. Réponds pour nous, s'il vous plaît. Donc, un médicament synthétisé, un médicament que vous synthétisez, médicament ça est formé de deux parties. Il y a l'excipient et le principe actif. Le récipient, l'excipient, c'est cette partie du médicament qu'on utilise, soit pour garder donc, la stabilité du principe actif, ou bien pour faciliter l'absorption donc, du principe actif. OK? Donc, en parlant de médicaments, on a combien de types de médicaments? Le médicament. On a combien de types? On peut diviser les médicaments en combien de groupes? Ben, généralement, il y en a deux grands. Un médicament qui est synthétisé dans un laboratoire. Nous parlons des médicaments innovateurs ou intercepts ou médicaments originaux. Et après, on parle de quoi? L'autre nom. Pourquoi j'entendais dans ça? Hein? Nous pas ouais dans tableau, nous c'est. Nous pas ouais nous c'est. Nous pas ouais toujours? Il est. Mais nous avec ce générique. Nous pas content de parler de mots ça générique. Content de parler de mots, même pas vraiment bien. Et n'est qui dans la pharmacie. On l'a seulement nous professeur. Ah, merci. Donc, en fait, je vais expliquer le concept là. Un médicament, pour produire un médicament, ça prend des années. À peu près 15 ans, 15 à 20 ans. Pour chercher molécules actives là. Molécules actives ça. C'est soit que c'est quand il plante, il y a extrait, il y a extrait plusieurs molécules. Les au fin d'extrait molécules ça, qui ça va le faire? Eh bien, il va faire des tests. Il va faire des études précliniques. Il va faire des études précliniques. Il va utiliser molécules ça sur des animaux pour voir est-ce que comment qui effet molécule ça en fait sur animaux. Parce que ces molécules, il a utilisé pour guérir une maladie ou bien atténuer une maladie. Il a essayé ça. Il fait études précliniques. Généralement, études précliniques, il fait sur animal seulement. Pendant études précliniques, ça, il va faire une batterie de tests, il va étudier la toxicité, ok? Il va voir est-ce que c'est une molécule, est-ce qu'elle est cancérigène, etc. Et il va faire un bagage qui est relation dose à effet. Il va voir qui dose,
que vous mettez qui baille tel effet. À partir de études précliniques ça, vous pouvez le passer à une autre étape qui est l'étape clinique. Étape clinique ça, c'est lui-même qui est divisé en 4 phases. C'est dans étude clinique ça que vous pouvez utiliser sous une quantité moun. OK? Très restreint. Vous pouvez le faire, vous pouvez le voir, est-ce que le résultat que vous avez joué sur l'animal, est-ce qu'il est similaire? Voilà, est-ce qu'il n'y a pas de trop effets secondaires, tout ça. Il a fallu sur un nombre réduit de personnes. Si ça marchait, si résultat concluant, c'est-à-dire bénéfice, balance bénéfice-risque, lit en faveur des bénéfices, il a passé à phase 2. Et là, il a commencé à augmenter beaucoup plus. Il a fait tester sur beaucoup plus de. OK. Juste arrivé à phase 4, les médicaments, ça, li arrivé validé par une instance concernée. Par exemple, au Canada, c'est Santé Canada. Aux États-Unis, c'est FDA. En Europe, c'est EMA. OK? Voilà. C'est eux-mêmes qui sont occupés des réglementations de la fabrication des médicaments. Eh bien, une fois que ça fait fait, donc, c'est pour ça que les médicaments, ça, c'est un médicament innovateur, c'est un médicament original ou bien intercept. Moun qui produit molécule ça, l'a obligé de gagner un brevet parce que c'est à peu près 15 à 20 années d'études que moun en fait pour arriver à joindre un médicament, par exemple, qui cap atténuer cancer. Pour ça, l'a gagné un brevet peut-être pour 10, 15 ans ou 20 ans pour le capable de commercialiser produit ça. C'est lui-même qui gagne exclusivité. C'est celle-là-même qui travaille. Les brevets, ça, li échu. Qui s'est passé? Qu'on y a une autre compagnie, li capable de reproduire molécule ça. Eh bien, molécule, médicament ça, li reproduisant, il y aurait les lits génériques. C'est comme si c'est une copie liée. OK? Là, on parle de yon générique, c'est comme si moi t'ai dit c'est une copie de yon médicament original. Mais pour faire copie, il faut que brevet original là li passé. OK? Puisque brevet li échu, qu'on y a l'autre compagnie, il y a une possibilité pour synthétiser li. Mais pour synthétiser li, faut que générique ça li bioéquivalent. Monsieur, puis quand m'a fait quoi pour nèg qui dans pharmacie non monsieur. Et pour nèg école normalement fait quoi ça, on m'a fait pour nèg dans pharmacie non. Nèg qui dans pharmacie fait mes oreilles. Donc, faut que médicament générique ça, faut que fait des études de bioéquivalent. Qui ça qui étude de bioéquivalent? Faut que même résultat médicament innovateur là, médicament original là, te bay lan faut que li bay même résultat ça tout. OK? Il a fait des études pharmacocinétiques aussi. Ça nous est capable de les assimilarité. Faut que yo ouais combien de temps que molécule ça prend pour lui atteindre la circulation sanguine. OK? Vous connaissez là prend médicament pour le passer dans l'intestin pour tomber dans le foie et après pour tomber dans le sang pour arriver dans la circulation sanguine. Faut que ouais combien de temps qu'il prend pour ça et quelle quantité. Ça c'est ça et étude de bioéquivalence pour le confirmer. Une fois que ça est confirmé, donc producteur générique ça, il a une autorisation pour vendre médicament ça, et bien qui c'est une copie de médicaments innovateurs. C'est pour ça, par exemple, en Haïti, ou bien dans le monde, là, médicaments qui sont moins chers, c'est un médicament générique. Est-ce que nous avons dit pour qui ça générique est moins cher par rapport à innovateur là? Parole pour nous. Pour qui ça générique est moins cher par rapport à innovateur?
Nous parlons, nous faisons temps de nous. Parce que les copies, vous, Oui, mais une copie, ça ne veut pas dire que les de mauvaise qualité. C'est pas vraie raison. C'est vrai, son copie. Mais qui ça qui fait que les moins cher par rapport à innovateur? Rappelez-nous que je t'ai dit, pour faire un médicament innovateur, il faut qu'on fasse des études. Donc, ou font un pile test, ou dépensent un pile l'argent. Tout test ça vous fait, ou bien doit commencer, ou faire 5 ans, ou travailler, ou pour qu'on ait un résultat. Mais, stagiaire prend pour travailler, là, ou paye yo. Chimiste prend, ou paye yo. Pharmacien prend, ou paye yo. Donc, Allô, professeur. Allô? Allô? oui, m'entendez, oui. Vous pouvez ça se dire pour moi, s'il vous plaît, parce que je me beaucoup pour Internet. Monsieur, je ne vais pas faire comme ça, non? OK? Donc, comme moi, je dis, pour faire maladie générique, là, pour faire, excusez-moi, je dis maladie, désolé, pour faire médicament innovateur, là, Pourquoi monter ça, mon cher? ça m'a dit Robinson, s'il vous plaît. Et c'est ça que fait, je dois faire mal de mon ministère pour moi, je vais mettre dans ligne. Parce que si je tout parler, Je vais prendre le cas. Le Nescafé, mes micro. Ouais, Internet m'a déjà pas bon qu'on a l'autre time là la peut les ouvert micro pas. parce que c'est une raison que quoi m'en enregistré, les mal visualisés l'après, je ne pas qu'à mettre sur Internet. Donc ça c'est sûr. Je ne suis pas capable. OK? Donc, là nous parlons de médicaments innovateurs. Ça veut dire, première entreprise qui produit médicaments ça, il dépense en pile l'argent des millions pour faire des études, pour faire des tests, tout ça, pour faire des études de synthèse de la molécule active, pour faire des études précliniques, pour faire des études cliniques, juste pour commercialiser molécule ça, médicament ça. Ça prend 10-15 ans, en pile l'argent. Alors, générique lui-même, toute étape ça, yo, pas fait yo, étape étude, biosynthèse, préclinique, clinique, il pas fait yo. Parce que il a toute information sur le médicament. C'est juste il pral reproduit ça que tu fait là déjà. Donc, lui-même, il pas fait un pile temps. C'est comme si je t'ai dit, monsieur, yon moun kap sorti avec yon bagay Jérémy pour la Delma. Li fait toute route la avec ou même ou rive juste pour aller au gan ou prendre la mer. Vous comprenez? Donc, moun ça, li fait plus route avec lui déjà. Ou gen plus force. Parce que c'est pour aller au gan ou prendre la mer. Ou pas payer en pile l'argent machine. Alors, lui-même, il paye l'argent machine depuis les organes pour arriver, depuis Jérémy, pour arriver les organes. Ou même on est juste prendre les organes pour aller à Pétionville. Donc, du coup, si vous prenez vendre produit moun ça, ou plus il y a raison pour vendre moins cher. C'est le même produit, hein, oui, mais sauf que vous dépensez moins pour faire. Eh bien, c'est ça qui passe entre médicaments génériques et médicaments innovateurs, c'est-à-dire médicaments originaux. Médicaments originaux, là, généralement, le plus cher. Parce que l'industrie qui fabrique là, c'est à peu près 10-15 années, la dépenser pour le faire. Pour arriver à une solution. Ou même qui sort en faire, c'est juste solution ou une formule là. Vous comprenez? C'est cola, pas de secret de faire cola. Ou joindre poudre, ou joindre l'eau, ou mélanger. Et puis, ou mettre dans la bouteille. Alors, moun qui passe misère pour te une recette pour faire poudre, vous comprenez?
il te dépense plus comme. C'est vrai, produit par là, li équivalent, li c'est une copie de l'original là, mais comme son médicament, il a même qualité avec l'original. Il est efficace même genre avec l'original. Il gagne même capacité. Il a testé question et innocuité sur lui tout. OK? Là, on parle de générique. Le fait qu'elle c'est une copie de l'original là, ça peut dire que générique là de mauvaise qualité. Non. Générique là moins cher, c'est pas parce qu'elles sont copies, li de mauvaise qualité. Li moins cher parce que li même, li pas tellement gain l'argent dépensé pour te faire études précliniques, cliniques, études de biosynthèse. Li juste entrer dans la production. Donc, c'est ça que fait, après, comme en France, au Canada, aux États-Unis, il y a plus proposer moun médicaments génériques. Pour qui ça en Haïti où je n'ai pas de médicaments, blablabla, comme ça dans la rue, tout le monde a besoin de médicaments. Non. Et pas tout le monde qui a besoin de médicaments génériques. En Haïti, il y a un médicament innovateur. Il y a un médicament innovateur, généralement, c'est l'autre bord pour vous à l'acheter. C'est l'autre bord pour vous acheter. Parce que les médicaments fait que sortir sur le marché, ou pas tellement de moun dans la classe moyenne, pas vraiment de moyens pour l'acheter. Parce que c'est très cher. Donc, c'est une question de l'offre et la demande. Innovateur, ou bien une seule compagnie qui a exclusivité, c'est celle lui-même qui a produit, et bien elle vend ni prix élevé, parce qu'il faut qu'il vende avec un prix pour être capable de tirer comme qu'elle t'a dépensé dans faire études. Alors, une fois que brevet là, il fini, ou bien doit gagner 4-5 médicaments qui produit générique là, qui photocopié médicaments qui utilisé formule qu'elle te gagnant. Donc, puisque vous avez gagné après brevet à échu, vous avez gagné 5 compagnies qui vendent même produit, qui gagnent même qualité, parce que santé publique, je ne sais pas instance qui concernée pour réguler ça, il faut qu'il fasse en sorte que générique là, il gagne même effet avec original là. Donc, du coup, si vous gagnez Pierre qui produit générique par lui, ou gagnez Paul qui produit générique par lui, ou gagnez Tijane qui produit générique par lui. Donc, sous marché, vous gagnez 3 personnes qui vendent le même médicament, alors au début, vous avez un seul monde qui vend. Donc, du coup, vous gagnez un médicament ça, qui est moins cher. Mais qui t'aime dit, en termes d'efficacité, générique là, avec original là, c'est le même bagage. C'est pour ça qu'il fait des études de bioéquivalence. Avant générique là, arriver joindre une autorisation pour la sous marché, il supposé montrer des preuves que médicament là li bioéquivalent avec médicaments innovateurs. OK? C'est clair. Donc là, nous parlons de juste des médicaments ça dans la biosynthèse, mais après nous parlons d'autres types de médicaments, ça nous relève donc les médicaments biologiques, les produits biologiques copient eux-mêmes. Ils parlent de générique, ils ont biosimilaires. OK? Par exemple, un médicament biologique, c'est un médicament qui fournit, qui est formé le plus souvent par un organisme vivant. Ouais? C'est des molécules très complexes, okay, qui ont plusieurs sous-unités. C'est plus complexe et c'est difficile de photocopier un médicament biologique. C'est difficile. C'est pas difficile, c'est impossible de reproduire un médicament biologique parce que c'est incontrôlable. On ne peut pas contrôler donc les activités biologiques. On peut juste produire un médicament biosimilaire, c'est-à-dire qui gagne une petite équivalence tout petit par rapport à médicaments de référence qui sont biologiques. Donc, nous avons deux groupes de médicaments. Nous parlons des médicaments synthétisés, ça nous les médicaments innovateurs là, copie et après les génériques. Médicaments, nous les médicaments biologiques là, copie après les biosimilaires. OK?